Les Vases d'Ussé, tome 3, l'Italie pour le meilleur et pour le pire, suite. Samedi 25 avril 2003. Vers 13 h, Claudia était arrivée chez Éléonore et François pour se préparer pour son mariage. La robe de mariée était chez le couple afin que Louis ne la voie pas avant la cérémonie. Sarah s'occupait de la coiffure et Éléonore du maquillage. La jeune femme était enceinte de 6 mois, mais sa grossesse se voyait à peine. Seul François pouvait percevoir le léger enflement de son ventre et le volume de ses seins qui remplissaient un peu plus ses mains lorsqu'il la caressait. Ce qu'il faisait très très souvent. Elle n'accusait que 3 kilos supplémentaires, exactement comme lors de sa grossesse précédente. Elle avait passé sa 2e échographie le 28 mars. Tout allait bien. François et elle ne tenaient pas particulièrement à connaître le sexe de l'enfant. Ce qui leur importait, c'était son développement. Mais ils le virent tous les deux avant que Christine Morin leur dise « Lisa allait avoir un petit frère ». Ils allaient devoir annoncer à la fillette que bientôt elle ne serait plus seule. La grossesse ne se voyant pas encore beaucoup, ils prirent le parti d'attendre encore un peu. La météo prévoyait un temps magnifique pour toute la journée. Le thermomètre accusait déjà 14 degrés. Claudia était splendide avec sa robe ivoire en mousseline, avec un haut très décolleté en dentelle et brodé, laissant le dos nu. Sarah avait légèrement bouclé les cheveux roux de la mariée qui voulait les laisser libres. Elle portait de longues boucles d'oreilles en diamant, ainsi que la tiare qui allait avec. Ces bijoux provenaient de la cassette de Laurence Dussé, et si les diamants des pendants d'oreilles étaient vrais et d'origine, certains diamants de la tiare avaient été autrefois remplacés par des strass, comme ceux du peigne Dussé que portait Éléonore. Toutefois, Jacques Dussé avait pu faire remettre petit à petit des vrais diamants grâce aux revenus supplémentaires générés par les appartements et les dividendes de ses actions BNP. Les bijoux de cette cassette étaient tous destinés à Éléonore, et cette dernière avait demandé à sa mère de prêter les pendants d'oreilles et la tiare à son amie lorsqu'elle avait vu sa robe, sans se préoccuper de leur valeur marchande, que d'ailleurs elle ignorait, mais qui dépassait les 40 000 € pour les pendants d'oreilles et les 20 000 € pour la tiare, ce que sa mère s'abstint de dire. Le bouquet de la mariée était composé de roses blanches et de roses champagne de différentes tailles, assorties à quelques arômes, gerbera, gypsophile et de feuillage. Quand la mariée fut habillée, Éléonore alla dans sa chambre se préparer à son tour. Elle y retrouva François, qui était déjà presque prêt. Il était déjà 14 h, le mariage était à 15 h. Il ne fallait pas traîner. « Je vais m'occuper de Lisa, dit-il à Éléonore. Si je reste à te regarder, je ne vais pas pouvoir résister. »« Et moi, je ne résisterai pas non plus, répondit-elle en le regardant avec admiration. Il lui vola quand même un baiser avant de sortir. Quand il revint avec Lisa, elle était déjà habillée, légèrement maquillée et mettait la dernière main à sa coiffure. Éléonore arborait une robe en mousseline bleu nuit et tulle, asymétrique, sans manches, avec un décolleté en V devant et derrière, portée avec les bijoux Vases d'Ussé en émeraude, auxquels elle dérogeait rarement, choisissant toujours des couleurs qui s'harmonisaient avec eux. Elle avait choisi un chignon torsadé qui donnait l'impression d'être très élaboré, alors qu'elle l'avait fait en à peine 5 minutes, et son maquillage n'avait guère pris plus de temps. Les accessoires et les chaussures allaient toujours parfaitement avec le reste. Personne n'aurait pu dire qu'elle était enceinte. Sa beauté et son élégance naturelle faisaient qu'elle ne passait jamais inaperçue, même avec un simple jean et un t-shirt. François admirait autant la rapidité avec laquelle elle se préparait que le résultat qui l'époustouflait toujours. Lui-même attirait aussi les regards. Il avait un charme magnétique et aucune femme ne pouvait y être indifférente. Mais Éléonore ne s'en offusquait pas, tant qu'aucune ne tentait de le séduire ouvertement. Une fois de plus, François resta émerveillé devant la beauté de sa femme. Il se glissa derrière elle pour l'entourer de ses bras et lui déposer des dizaines de baisers dans le cou qui la firent frissonner. « Mon amour, tu es vraiment magnifique, comme toujours. Je ne me lasse jamais de te regarder. Et sans vêtements du tout, c'est encore mieux. »« François, nous n'avons pas le temps. Nous allons devoir y aller, dit-elle en se retournant pour l'embrasser. J'en ai autant envie que toi, mais je suis témoin avec Gabriella, Steph et Thomas. Je ne dois pas être en retard. Mais après, je te promets que nous trouverons un moment.
Tout le monde était arrivé à l'hôtel de ville. Les températures étaient estivales, atteignant les 21 degrés. Claudia et Thomas avaient peu de famille. Seuls le cousin et la cousine que Thomas avait retrouvés en 89 étaient venus de Berlin, où ils vivaient toujours avec leurs conjoints. Éléonore et Steph les avaient reconnus et étaient allés à leur rencontre. Ils leur avaient présenté les personnes présentes, devenues la famille des Winkler et de Dieter Eibach. Wilson, Thomas, Dieter et les cousins de Thomas étaient hébergés dans les chambres d'hôtes des parents d'Éléonore, ainsi que Sean et Monica. Matteo, Vittoria et Lucrezia, ainsi que Laura, occupaient les chambres vacantes dans l'appartement des Ducet, pendant que Nonna, Alberto et Margherita étaient hébergés chez Jean et Chiara. Sarah et Max étaient également présents avec Estelle, mais aussi Nicolas, le frère de Sarah, et Angélique, la sœur de Max. Il ne manquait plus que la mariée, qui allait arriver d'une minute à l'autre avec son frère et son beau-frère. Éléonore demanda à tout le monde de rentrer. Elle resta à l'extérieur avec François, Steph et Gabriella pour attendre Claudia. La voiture de la mariée immatriculée en Allemagne et dûment décorée s'arrêta devant la place. Thomas en descendit avec Claudia, pendant que François montait avec Dieter pour le guider jusqu'au parking tout proche. La mariée et ses témoins attendirent qu'ils reviennent pour entrer dans l'hôtel de ville. Sean avait pris le poste habituellement occupé par Louis pour la musique. Éléonore lui fit signe en passant pour lancer la chanson d'entrée de la mariée avant de s'installer rapidement avec les autres témoins. Il s'agissait d'une version de Unchained Melody en allemand. Si la plupart ne connaissaient pas un mot d'allemand, tous savaient de quoi elle parlait. Alan Wilson était là aussi, préposé à la photographie, comme Dominique l'était à la vidéo. Enfin, la mariée entra, resplendissante au bras de son frère Thomas. Louis n'avait pas les yeux assez grands. Il ne lâchait pas Claudia des yeux. Il lui prit la main lorsque Thomas lui amena. L'adjoint au maire de Rouen commença son discours d'accueil et évoqua immanquablement ce rapprochement franco-allemand. Les deux mariés étaient absorbés l'un par l'autre. Thomas était très ému et très fier de sa sœur. Ils avaient tous les deux une nouvelle famille, très multinationale. Enfin vint le moment des consentements et de l'échange des alliances, amenés par Lisa et Lucrezia, la plus grande guidant la petite. La ressemblance de Lisa avec sa mère frappa Nonna, qui ne l'avait pas vue depuis l'été précédent. La suite de la cérémonie se déroula très rapidement, avec la signature du registre, d'abord la mariée, puis le marié, et enfin les témoins, un Allemand, une Italienne et 2 Français. Vint le moment de la sortie de All You Need Is Love des Beatles. Les invités attendaient les mariés pour une haie d'honneur et leur envoyaient des pétales de rose. Tout au bout de la haie d'honneur les attendaient leurs témoins et des élèves du cours de Claudia. Sean lança alors la chanson de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, chorégraphiée par Éléonore dans le plus pur style de Michael, et ils embrayèrent sur Love Never Felt So Good, offrant un spectacle de danse gratuit pour les passants et les invités du mariage suivant. Dieter était allé chercher la voiture pour emmener les mariés au lieu de réception dans un manoir de Charleval, à une bonne demi-heure de route. Tous les invités se répartirent dans les véhicules et suivirent la voiture de la mariée. François ne fermait pas la marche, mais presque. Derrière, il y avait la voiture de Sean, transformée en voiture balai. Le jeune Écossais avait préféré prendre son véhicule pour prospecter dans la région, afin de trouver un appartement pour lui et Monica, puisqu'il avait trouvé un poste en Haute-Normandie, à l'Estran. La voiture de tête était donc immatriculée en Allemagne et celle de queue au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse. Ils arrivèrent à Charleval un peu avant 17 heures. Il faisait encore 20 degrés. Le vin d'honneur les attendait sur la terrasse, faisant face au manoir qui disposait d'un parc de plus de 2 hectares avec des étangs. Les chambres des invités étaient prêtes, dont 2 avec un lit bébé. Les 3 couples avec enfants avaient requis les services d'une baby-sitter pour la soirée et la nuit. Les gérants de l'établissement avaient aidé le jeune couple à trouver les professionnels pour la décoration, l'animation et le repas. Le couple avait eu des exigences précises en ce qui concernait la musique. Lucrezia, Lisa et Estelle furent confiées à la baby-sitter qui avait préparé de quoi les occuper. Les invités qui dormaient sur place montèrent leurs bagages dans leurs chambres respectives.
Éléonore et François tenaient un bon prétexte pour se retrouver seuls, afin que la jeune femme tienne sa promesse. Ils redescendirent enlacés, les yeux encore brillants du plaisir qu'ils s'étaient donné, et firent le tour des invités comme si de rien n'était. Seuls Max et Sarah avaient remarqué que leur absence s'était un peu prolongée, pour la bonne et simple raison qu'ils étaient montés en même temps et redescendus juste 5 minutes avant eux. Après le vin d'honneur, les collègues des mariés étaient repartis. Ne restèrent que les invités, familles et proches amis, soit une trentaine de personnes. Il régnait une ambiance familiale. Les cousins de Claudia et Thomas avaient été intégrés au groupe par Éléonore et Dieter, mais aussi par Laura, puisque la cousine de François enseignait l'allemand et le français en Italie. Ils pouvaient aussi communiquer en anglais avec la plupart des invités. Mis à part la table des mariés, où les tables étaient déterminées, chacun s'installa comme il voulait, et au fur et à mesure du repas, changeait de place pour échanger les uns avec les autres. Presque un mariage à la grecque. Juste avant le gâteau, l'animateur annonça le lancer du bouquet sur une chanson des Kool and the Gang, Ladies' Night, et Claudia improvisa une chorégraphie et attendit le bon moment pour jeter en l'air le bouquet qui atterrit dans les mains de Laura, la dernière célibataire de la famille Mazzella. Éléonore regarda la cousine de François qui avait rougi comme une pivoine au moment où elle avait intercepté le bouquet. Elle avait apparemment rencontré quelqu'un, mais qui? Puis ce fut le moment de l'ouverture de bal par les mariés. Claudia avait préparé ce moment avec François et Éléonore. Il avait bien fallu que Louis se mette à la danse. Le morceau l'avait motivé puisqu'il s'agissait de I Just Can't Stop Loving You, de son idole. Claudia avait aussi voulu ajouter un titre des Scorpions, When You Came Into My Life. Les deux titres étaient des rumbas, la danse préférée de François et Éléonore. Ils regardèrent les jeunes mariés danser avec émotion. Cette chanson avait aussi un écho en eux. Éléonore avait créé cette chorégraphie en pensant d'abord à son François, qui à ce moment très précis était, comme souvent, collé à son dos, l'enserrant de ses bras, l'un entourant ses épaules, l'autre caressant son ventre à peine renflé. L'animateur passa ensuite 2 autres titres de l'année pour faire danser tout le monde, Can't Stop Loving You de Phil Collins et Je ne veux qu'elle, le duo de Marc Lavoine et Claire Kame. Le couple glamour formé par François et Éléonore attirait autant les regards des invités que les mariés. Ils dansaient langoureusement tous les deux, indifférents à tout ce qui n'était pas eux, vivant chacune des 2 chansons. Le moment solennel du gâteau vint interrompre les danseurs. Ils reprirent très rapidement, faisant se lever presque tout le monde sur une improvisation sur Tide is High des Atomic Kitten. L'animateur enchaîna ensuite différents titres, tout en glissant régulièrement une chanson du King of Pop. Éléonore dansa ainsi un cha-cha-cha sur Can You Feel It des Jackson 5, puis Ti amo d'Umberto Tozzi avec François. Elle se laissa ensuite entraîner sur une samba avec Steph sur Wanna Be Starting Something. La jeune femme s'arrêta lorsque le DJ mit un jive avec Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Cependant, elle voulut absolument danser avec François une valse sur Kissing You de Desiree et se laissa emmener par Thomas pour une salsa sur Mambo No. 5, puis par Steph pour un passo double sur Thriller, avant une nouvelle pause au grand soulagement de François, qui craignait qu'elle ne se fatigue trop. Après Crocodile Rock d'Elton John, le DJ remit des musiques moins rapides. Éléonore put donc danser avec François 2 valses de suite sur Come What May, un des titres de Moulin Rouge, et I Will Always Love You de Whitney Houston, puis une rumba sur I'm So In Love With You de Texas. Elle monta dans la chambre se changer en prévision de danse prévue avec ses belles-sœurs, ainsi qu'avec Steph et Thomas. Mais elle prit son temps, laissant passer des danses qu'elle affectionnait, mais elle n'oubliait pas qu'elle était enceinte de 6 mois. Donc, pendant que passaient One More Time de Daft Punk, Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue et 2 sambas sur On the Floor de J-Lo et Don't Leave Me This Way de Jimmy Somerville, elle se reposa un peu. Elle redescendit pour la danse prévue avec ses belles-sœurs et Sarah. L'animateur demanda aux mariés et à ses frères, ainsi qu'à Max, de venir s'asseoir sur 5 chaises qui venaient d'être amenées à cet effet. François étant l'aîné, il fut prié de se mettre au milieu. Les 4 frères Vass et Max virent arriver leurs épouses respectives, toutes vêtues d'une robe asymétrique assez courte et près du corps, seulement opaque au niveau de la poitrine et à partir des hanches.
François se fit la remarque que la grossesse de sa femme passait quasiment inaperçue, et elle restait à ses yeux la plus belle de toutes. Éléonore, qui avait créé la chorégraphie, se plaça au milieu, face à son François. Sarah était à sa droite et Claudia à sa gauche, et Gabriella et Lindsay étaient juste derrière, dans les deux espaces entre les danseuses de devant. Et quand la chanson de Beyoncé, Crazy in Love, démarra, les danseuses commencèrent une danse très sensuelle, et elles continuèrent sur Hey Sexy Lady de Shaggy, avant de terminer sur les genoux de leurs époux. François avait bien du mal à contrôler le désir qui montait. Éléonore en était plus que consciente. « Respire, mon amour. Pour une fois, je vais te demander de te focaliser sur quelqu'un d'autre que moi, quelqu'un que tu détestes, par exemple. Je vois tout à fait à qui je peux penser. Surtout ne bouge pas avant que je te le dise. » Éléonore s'efforça de rester imperturbable. En fait, les 5 couples se retrouvaient dans la même situation. Ironiquement, le DJ passa juste derrière « I'm so excited » des Pointer Sisters, et Thomas vint chercher sa sœur pour ce jive. François s'était repris et put danser 2 rumbas avec sa femme sur Angels de Robbie Williams et Run to You de Whitney Houston. Mais il sentit qu'il devait faire un break. Le moindre contact avec Éléonore ravivait son désir. Le couple dut s'éclipser pendant un petit moment pendant que les invités enchaînaient salsa, samba, tango, cha-cha-cha et rumba ou encore jive. La disparition du couple avait été repérée par Steph, et quand il les vit redescendre, il fit signe au DJ de démarrer la série de titres de Michael Jackson pour leur démonstration. Thomas et lui commencèrent avec Don't Stop Till You Get Enough et Bad. Éléonore les rejoignit pour Billie Jean et Beat It. Puis resta seule pour Dirty Diana. Claudia va la rejoindre pour une battle sur Liberian Girl. Steph et Claudia poursuivirent avec un tango sur Smooth Criminal que Steph dansait habituellement avec Éléonore. La série consacrée à Michael se termina par la chorégraphie dansée à la sortie de l'hôtel de ville par les témoins des mariés sur The Way You Make Me Feel. Éléonore vint alors chercher François pour El Tango de Roxane, le morceau phare de Moulin Rouge, et le garda pour une série de rumba sur With or Without You de U2, Calling You de Jevetta Steele et Eternal Flame des Bangles. Elle fit une pause pendant qu'il dansait une salsa sur Let's Get Loud de Gillo avec Monica. Mais il ne pouvait rester longtemps séparé d'elle. Il la retrouva pour un cha-cha-cha improvisé sur Je t'aime plus que tout de Ronan Keating et Cecilia Cara, et sur un freestyle tout aussi improvisé sur Your Song d'Elton John. Le couple fit une pause pendant que Steph, Thomas et Claudia dansaient à 3 un modern jazz sur Still Loving You des Scorpions. Mais quand le DJ enchaîna avec You and I du même groupe, François et Éléonore ne purent résister à la tentation de danser sur leur chanson fétiche. Steph et Thomas vinrent de nouveau chercher leur partenaire préféré pour danser sur We Will Rock You de Queen, en mélangeant de la samba et du paso doble. Et Steph l'entraîna dans un paso sur Bring Me to Life d'Evanescence. Le DJ passa ensuite plusieurs titres de Shakira, et François récupéra son grand amour pour un tango sur Te Aviso Te Annuncio et une samba sur Whenever, Wherever. Elle quitta ses bras pour une dernière danse sur Orosacé, une danse orientale qui laissa les invités encore debout médusés par les contractions, vibrations et ondulations de son corps. François ne la quittait pas des yeux, inquiet de la voir danser autant. En outre, ces dernières danses avaient de nouveau fait ressurgir son désir. À la fin de sa démonstration de danse orientale, il l'enleva dans ses bras, direction la chambre. Elle se laissa emmener, blottie contre lui, la tête nichée dans son cou. Il la posa délicatement sur le lit, l'enlaça et déposa des dizaines de baisers dans son cou, déclenchant la réaction habituelle chez sa compagne. Il glissa ses mains sous sa robe et la releva. François ne pouvait plus résister. Il se pencha pour prendre un mamelon entre ses lèvres. Elle se pressa contre lui. Il respirait son parfum et sentit son érection croître. Au moment où sa main venait de caresser la cuisse de la jeune femme, il la sentit s'ouvrir à lui, et son désir devint si intense qu'il aurait pu la posséder tout de suite, mais il précisa ses caresses, entendit le souffle d'Éléonore s'accélérer, la sentit se cambrer de tout son corps. « Comme j'ai envie de toi, mon amour, se dit-il, mais pas encore. »
Ses lèvres abandonnèrent le mamelon pour trouver les lèvres de la jeune femme, qu'il entr'ouvrit pour l'explorer avec sa langue. Il s'écarta un instant afin de la contempler. Elle ouvrit alors les yeux, et il fit passer la robe par-dessus sa tête, puis l'embrassa de nouveau. Il laissa courir sa langue au long de son cou et jusqu'au sillon qui s'ouvrait entre ses seins, qu'il emprisonna dans ses deux mains. Éléonore gémissait doucement, lui pétrissant les épaules et les bras. La bouche du jeune médecin descendit plus avant, audacieusement, vers son ventre légèrement renflé, puis sa vulve. Il lui retira le mini-short assorti à la robe qu'il venait de lui enlever, et elle se tendit vers lui. La pression s'accentuait en lui, mais il voulait la caresser plus intimement encore. Elle prononça son prénom dans un cri étouffé, et enfin, tremblant de tout son corps, il la pénétra. En même temps, ils atteignirent le paroxysme de leur plaisir. Tous deux étaient trop épuisés pour bouger. François resta quelques instants couché sur Éléonore, puis il roula sur le dos et la contempla tout en la caressant. Il s'aperçut, à son souffle régulier, qu'elle s'était endormie. Il la recouvrit et se leva. Il alla chercher Lisa pour libérer la baby-sitter. Max et Sarah venaient juste de récupérer Estelle. Quand il revint, Éléonore dormait toujours profondément. Il coucha la fillette, se déshabilla et se leva contre elle. Mercredi 4 juin 2003. Éléonore et François venaient à Marseille pour le congrès de la SNFMI. La jeune femme avait insisté pour l'accompagner malgré sa grossesse avancée. Elle avait passé sa 3e échographie la semaine précédente et leur bébé se développait bien, même si sa mère n'avait pris que 6 kilos. Cette grossesse ressemblait en tout point à la précédente. Le bébé s'était retourné, mais le col était bien fermé. Elle n'avait pas su insister énormément, tant François répugnait à la laisser seule depuis son enlèvement l'année précédente, et comme tout allait bien pour elle et le bébé, il se laissa aisément convaincre. En outre, elle avait posé une semaine de congé et serait en congé maternité dès le 13. Le matin, François avait donc déposé Lisa chez ses parents, car Laurence et Jacques étaient en voyage, et ils étaient partis en début d'après-midi, après qu'il soit passé dans son service. Son chef de service et ses collègues PH, dont Sophie, avaient pris le même train qu'eux. Tous connaissaient déjà Éléonore. La jeune infirmière avait souhaité assister au congrès pour être avec son mari, mais aussi parce que les thèmes dermatologie et médecine interne, ainsi que les maladies infectieuses émergentes, l'intéressaient particulièrement. Elle lisait beaucoup et se tenait au courant des différents travaux publiés concernant la médecine interne, notamment ceux de son mari, et ceux relatifs aux soins infirmiers. Les médecins présents reconnaissaient d'ailleurs ses grandes compétences. Elle avait informé Sophie et le chef de service de son souhait de prendre un poste faisant fonction de cadre de santé à son retour de congé maternité, avant de se présenter au concours d'entrée à l'IFCS. Il soutenait son projet, mais regrettait son prochain départ. Elle ne savait d'ailleurs pas encore où elle allait être affectée. Après avoir monté leurs bagages dans leur chambre d'hôtel, proche du palais des congrès, ils s'étaient retrouvés pour dîner. Elle avait gardé son jean et son chemisier très classiques, mais avait troqué ses baskets contre une paire de sandales. « Vous connaissez Marseille, Éléonore ?» demanda le chef de service. « Il y a longtemps que je n'étais pas revenue à Marseille. Je crois que la dernière fois, c'était avec Mylène, Mylène Farmer, en novembre 89, peu de temps après mon retour de Berlin et la chute du mur. Et encore ce jour-là, je n'ai rien vu de la ville, parce que la veille nous étions à Sanary et le lendemain nous devions être à Bourg-en-Bresse. Donc, entre les répétitions et le spectacle, je n'ai pas eu le temps de faire du tourisme. Ceci dit, je connais la ville. J'y étais venue avec ma mère, qui m'accompagnait partout en France et à l'étranger pour les concours. » « Attendez, vous avez bien dit Mylène Farmer ?» ?»« Oui, je faisais partie de ses danseurs lors de sa première tournée en 89. Donc, les concours, c'était, je présume, des concours de danse. »« Exact. J'ai commencé les concours très jeune, vers l'âge de 10 ans. D'abord les concours régionaux, puis nationaux et internationaux. Et Berlin dans tout ça ? Eh bien, avec 2 amis danseurs, nous sommes allés là-bas lors de la chute du mur pour retrouver un ami de Berlin-Ouest qui avait de la famille à l'Est. Nous voulions surtout être présents pour cet événement. » Le chef de service se tourna alors vers Sophie et François. « Je suppose que vous connaissiez l'histoire. »
François, bien évidemment, mais moi aussi, dit Sophie en souriant. Notre Éléonore, avant d'être infirmière, était une personne reconnue dans le monde de la danse au niveau international. Je vous raconterai un jour. François riait sous cape. Éléonore le regarda étonnée. Qu'y a-t-il de drôle? Tu racontes tout ça comme si c'était naturel. Et ça l'est pour toi. Côtoyer des gens comme Delon, Tina Turner, Michael Jackson, Prince ou Robbie Williams, c'était ta vie. Mais pour la plupart des gens, ce sont des stars qui n'approcheront jamais. Les autres médecins à table les regardaient interloqués. Éléonore se tourna vers eux. Ce sont certes des personnes passionnantes. Pour moi, Tina est à part, car elle a toujours été clean. C'est une femme extraordinaire. Delon, je n'ai fait que le croiser sur les plateaux de tournage, et tout ce que je peux en dire, c'est qu'il est intimidant car très réservé. Prince est un génie de la musique, mais il est bourré de contradictions. Michael est un prodige de la chanson et de la danse, très pro. Il est adorable, mais très capricieux. Et tous les deux vivent sur une autre planète. Quant à Robbie, c'est un cas encore plus compliqué. Dans ce milieu, beaucoup consomment des substances auxquelles je ne souhaitais pas toucher pour tenir le coup au quotidien. Donc j'ai tout arrêté avant de déraper, et croyez-le, ma vie est bien plus belle depuis, et encore plus aujourd'hui. Grâce à moi, dit François très sérieusement en l'enlaçant. Absolument, lui répondit-elle avec un sourire désarmant. Et maintenant, si nous parlions d'autre chose que de moi. Jeudi 5 juin 2003. Il faisait déjà plus de 23 degrés quand Éléonore et François pénétrèrent main dans la main dans le palais des congrès. La jeune femme s'était mise à l'aise dans une robe chemisier marine, ceinturée en dessous de la poitrine, avec les mêmes sandales blanches que la veille. Sa tenue était simple mais élégante et sa grossesse se voyait à peine. François venait régulièrement dans les congrès de médecine interne et était en relation étroite avec certains confrères dans d'autres régions. Une chose était certaine, le couple ne passait pas inaperçu, comme d'habitude. Les confrères de François regardaient avec une admiration non dissimulée cette jolie fille dont les cheveux cascadaient jusqu'au milieu du dos, avec des jambes interminables. Sophie et ses collègues de Rouen les précédaient et étaient déjà en train de saluer leurs confrères et consoeurs. François fit donc les présentations, avant qu'Éléonore leur serre la main à tous, les gratifiant de son sourire qui ne laissait jamais indifférent. « Je ne savais pas que tu étais marié, lui dit un de ses confrères de Lyon. « Eh bien, je suis marié depuis 4 ans, papa d'une petite fille de 2 ans et demi et bientôt d'un petit garçon. »« Il y a manifestement encore quelques mois à attendre, répliqua le Lyonnais. »« Non, juste 1 mois et demi, intervint Éléonore en posant sa main sur son ventre, mettant en évidence son arrondi. Les commentaires allèrent très bon train parmi ceux qui avaient connu François auparavant. Sophie se chargea d'en remettre certains à leur place. Eh oui, François Vasse, ex-tombeur invétéré et désormais casé, et fidèle à sa femme, dont il est amoureux fou, et croyez-moi, c'est réciproque. Et je peux vous dire que sexuellement, il est comblé. Elle aussi d'ailleurs. Je dors dans la chambre voisine et ils sont très actifs si vous voyez ce que je veux dire. Puis elle rejoignit ses collègues dans la salle où devaient avoir lieu les différentes interventions. Éléonore était très attentive aux présentations et faisait aussitôt le lien avec les soins infirmiers, son domaine de compétence. Elle n'hésitait pas à prendre des notes très synthétiques avec juste quelques mots-clés. Cet esprit de synthèse avait surpris François dès les premiers jours où il avait travaillé avec elle. Lorsqu'ils rejoignirent leur chambre à la fin de la journée, François l'enlaça et lui entr'ouvrit les lèvres pour un baiser fougueux. « Je suis heureux que tu sois venu avec moi. Sinon, nous aurions été séparés pour notre anniversaire de mariage. Alors, prépare-toi, je t'emmène dîner. J'ai prévenu les collègues que nous ne serions pas avec eux ce soir. » Elle avait mis une robe bleu dur de coupe évasée pour dissimuler son ventre légèrement arrondi, à emmanchure américaine et le col orné de perles, avec les sandales à talons blanches qu'elle avait portées dans la journée. À ses oreilles, elle avait mis les pendants d'oreilles en perles que lui avait donnés sa mère. François avait appelé un taxi qui les emmena au restaurant proche du Vieux-Port où il avait réservé. Ils dînèrent en tête-à-tête aux chandelles, comme le jeune médecin l'avait demandé pour leur noce de cire. Ils firent ensuite un tour sur le Vieux-Port avant de rappeler un taxi pour les ramener à l'hôtel. De retour dans la chambre, Éléonore se pendit au cou de l'homme de sa vie. « Mon amour,
Pour notre anniversaire, je n'ai pas d'autre cadeau à t'offrir que moi, répondit-elle en commençant à déboutonner sa chemise pour le caresser. C'est le plus beau des cadeaux et je n'en veux pas d'autre. Je te veux seulement toi, chaque jour, chaque nuit. Elle lui avait enlevé sa chemise, avait commencé à effleurer de ses lèvres son cou, son torse, et continua à descendre. Il se laissa faire, frissonnant de plaisir. Vendredi 6 juin 2003. Durant cette seconde journée de congrès, Éléonore assista avec François aux interventions sur les maladies infectieuses émergentes. Elle était complètement absorbée par les propos des intervenants et n'avait aucunement conscience des regards admiratifs de certains des confrères de son mari. Il est vrai qu'elle était ravissante dans une robe tunique fuchsia à fines bretelles et des mancherons volantés qui laissaient ses épaules dénudées. Elle avait coiffé ses cheveux d'une tresse épie qui mettait en valeur son port de tête, dégageant son visage, son cou et ses épaules. François, lui, était conscient de ses regards, mais il était habitué. Il ne pouvait toutefois s'empêcher de ressentir une petite pointe de jalousie. Il posa sa main sur la sienne. Elle se tourna vers lui en souriant, et ce qu'il lut dans ses yeux verts le rassura instantanément. Ils eurent un peu de temps pour faire un tour dans Marseille en fin d'après-midi. Ils retournèrent sur le Vieux-Port, puis poussèrent jusqu'à la cathédrale de la Major pour pénétrer dans le quartier du Panier, avant de prendre un bus pour Notre-Dame-de-la-Garde, d'où ils profitèrent de la vue. Mais il fallut redescendre pour se préparer pour le repas de gala prévu le soir. Il faisait très chaud. La température dépassait les 25 degrés quand ils rentrèrent à l'hôtel. Ils avaient besoin d'une bonne douche. Ils durent se hâter pour être à l'heure. Lorsqu'ils descendirent rejoindre les confrères de François pour se rendre au lieu de réception, le couple les laissa bouche bée. François était très élégant dans un costume italien marine, et Éléonore portait une robe courte rose pâle en mousseline de style empire, au corsage plissé en colure carrée, avec des manches courtes ballons, dont la taille haute était décorée de paillettes et d'un nœud dont les pans redescendaient jusqu'en bas de la robe. Elle avait ramassé ses cheveux en un chignon banane orné du peigne d'Ussé. Elle ne portait comme bijou que sa bague de fiançailles aux émeraudes et les pendants d'émeraude assortis offerts par François. C'est Sophie qui brisa la glace. « Mais Lapinou, vous êtes magnifique comme d'habitude. »« Sophie, tu viens de gaffer, lui dit Éléonore. » En effet, François la regardait sévèrement. Ce surnom ne sortait pas du cercle familial et amical proche. Enfin, ne devait pas en sortir. Amusé par l'incident, le chef de service tapa dans le dos de François. « Après tout, avec cette information, nous sommes certains que vous avez une vie très épanouie. »« C'est joliment dit, ajouta Sophie. Et ce n'est pas le seul surnom de François, d'après ce que m'a dit Max, mais celui-là je ne le dirai pas. »« Si c'est celui auquel je pense, tu n'as pas intérêt, même si beaucoup d'hommes seraient flattés qu'on les surnomme ainsi, lui dit François, avec une lueur de malice. Les Rouennais rejoignirent leur table, qu'ils partageaient avec des confrères du Havre. Les regards admiratifs suivaient François et Éléonore. Le chef de service fit les présentations de son équipe. Comme il était assis à la gauche d'Éléonore, il en profita pour en savoir plus sur le couple. Les révélations qu'ils avaient faites le jour de leur arrivée à Marseille l'intriguaient. « Vous êtes un couple très étonnant tous les deux, dit le chef de service à François. Et vous, Éléonore, vous semblez avoir eu plusieurs vies avant d'être infirmière. »« Pas tant que ça, ma vie est liée à la danse. Elle a occupé ma vie depuis mes 5 ans, en passant par mes années de conservatoire, les concours, puis comme professionnelle dans une compagnie en France et une à New York, où j'ai vécu un temps avant que je décide d'arrêter ma carrière après une tournée avec Prince. Les clips, la figuration dans les films faisaient partie de mon métier de danseuse. J'ai continué comme semi-professionnelle pendant mes études d'infirmière, avec des stages et des démonstrations, ainsi que des défilés et des shootings photos comme mannequin pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je continue la danse en amateur. Aucun film ou photo qui pourrait faire scandale? Rien de tout ça. Aucune photo de nu ou érotique, si c'est ce que vous voulez dire. Rien qui pourrait nuire à la carrière de François. Ça me rassure. François se demandait jusqu'où allaient aller les questions de son chef de service. Heureusement, il arrêta et passa à un autre sujet avec son voisin de gauche. « Tu es sûr de n'avoir jamais été piégé par un photographe comme nous l'avons été à Venise ?»
demanda-t-il à Éléonore un peu anxieux. Si j'ai été piégé, c'est habillé. Je n'ai même jamais fait de défilé ou de photos pour de la lingerie. Les seules photos un peu déshabillées, ce sont des photos de vacances en maillot de bain, mon amour. Ah, j'allais oublier les photos de moi en maillot de bain à la piscine, quand j'étais ado, que ce pervers de Ludovic Corbier vendait sous le manteau. Je l'avais oublié, celui-là, dit-il en riant. En fait, tu es le seul à m'avoir vu nue, si l'on accepte ma gynéco, qui est une femme, mon médecin traitant et ma mère, quand j'étais plus jeune, lui murmura-t-elle. Me voilà rassurée, répliqua-t-il en l'enlaçant. Il ne put s'empêcher de penser qu'il y en avait un autre qui l'avait vu nue, celui qui l'avait enlevée et violée à plusieurs reprises. Il refoula cette image qui le faisait souffrir autant que cela aurait blessé cette femme qu'il aimait par-dessus tout. Sa femme, elle qui avait souffert dans son corps et dans son esprit et qui avait eu tant de mal à surmonter ce traumatisme. Un orchestre de jazz avec une chanteuse animait la soirée. Le repas terminé, quelques personnes évoluaient sur la piste. « Chérie, tu te sens en forme pour danser une rumba ou deux avec moi ? » ?»« Je suis en pleine forme et avec toi, j'irai au bout du monde. » Il l'emmena sur la piste pour une rumba sur Don't Know Why de Norah Jones. Des centaines d'yeux étaient fixés sur eux. Mais ils étaient dans leur bulle. Ils continuèrent avec un foxtrot sur Cry Me a River et An American Smooth sur I Say a Little Prayer et de nouveau une rumba sur Killing Me Softly. Ils regagnèrent leur place, absorbés l'un par l'autre, sans porter attention aux applaudissements destinés autant à eux qu'à l'orchestre. « Votre femme semble être un bon professeur, » constata le chef de service. « Oui, tu as drôlement progressé en danse lapinou, » dit Sophie. « C'est un euphémisme, Sophie. Il a pratiquement un niveau professionnel. Il est capable de remplacer Steph pour Titanic, » dit Éléonore. « Avec le porté de Dirty Dancing et celui d'une seule main, et tous les autres avec. Mais en ce moment, plus de portée acrobatique, je ne voudrais pas qu'il se blesse avec mes kilos en trop. » « Et je ne voudrais pas qu'elle chute, » ajouta François en embrassant sa femme. « Pour l'instant, comme exercice physique, elle se contente de marcher, de faire du yoga et de moi. Ça, j'avais remarqué. Je dors dans la chambre voisine au cas où vous auriez oublié. Enfin, je pense que vous allez être obligé d'arrêter sous peu. »« Non, pourquoi ?» dit François. « Tu sais, Sophie, nous avons continué jusqu'à la veille de l'accouchement la dernière fois. Il faut juste être plus créatif à cause de mon ventre, » précisa Éléonore. « Il n'y a pas de raison que ça change cette fois, sauf contre-indication médicale. Et en tant que médecin, je déclare qu'il n'y a pas de contre-indication pour l'instant, » ajouta François. « Dommage pour ton sommeil cette nuit.